Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers internautes, bonjour, bonsoir, dépendant de l'endroit où vous nous recevez en ce moment. Je suis Georges Goma et vous êtes à Perspective et Prospective, le Congo, la Renaissance. Comme nous l'avons annoncé la dernière fois, nous aurons de nouveau sur notre plateau le professeur Félix Bakunda Pélé, enseignant-chercheur, politologue, vous le savez, et il est constitutionnaliste. Et lors de notre dernière émission, vous comprenez très bien qu'on a beaucoup parlé de la Constitution. Les métaphores qu'il a eu à prendre, d'ailleurs, qui ont facilité notre compréhension parce qu'il arrive, évidemment, que nous soyons assez techniques dans notre langage. Et évidemment, quand on a affaire à un professeur d'université, on ne peut pas passer à côté de cela. Mais il a tout fait pour nous expliquer assez les choses. La Constitution, a-t-il dit, était comme le cœur, n'est-ce pas, dans le fonctionnement d'un corps. Vous voyez, on y a parlé des théories de organicistes pour bien comprendre le fonctionnement d'un État. Qu'à cela ne tienne, on a bien compris qu'il nous a montré comment est-ce que la Constitution et les institutions du pays étaient très instables, et c'est ça qui posait évidemment le grand problème pour expliquer un peu l'état de délabrement institutionnel et constitutionnel dans lequel notre pays se trouve. Vous comprenez aussi que M. Félix Bakunda Pélé a pris aussi l'image de la circulation routière en disant que finalement, la Constitution était à un pays ce que le code de la route était aux usagers de la route. Très, très intéressant. M. Bakunda Pélé également, évoquant la responsabilité de M. Denis Sassou Nguesso par rapport à tout ce passé difficile que le Congo a vécu, en évoquant l'article 96 de la Constitution de M. Denis Sassou Nguesso, qui disait qu'évidemment, il ne pouvait pas être poursuivi devant les tribunaux nationaux ou internationaux. Eh bien, M. Félix Bakunda Pélé nous a rappelé l'article 27 de la Convention de Rome, le statut de la CPI, qui disent clairement qu'à travers cet article, et les gouvernants et les citoyens, il n'y avait aucune différence. Tout le monde pouvait être poursuivi en justice en fonction de la gravité, n'est-ce pas, des actes qui auront été posés. Et au Congo-Brazzaville, nous savons tous très, très bien qu'il y a eu génocide, il y a eu des crimes contre l'humanité au Congo-Brazzaville. Et tout le monde sait très bien que ces crimes sont imprescriptibles. Et donc, les Congolais doivent le savoir, tout à fait, parce que beaucoup de Congolais ne le savent pas. Et ils doivent le savoir pour prendre non seulement leurs responsabilités, mais de comprendre à quel point est-ce que leurs droits sont spoliés. Pour aujourd'hui, on va passer à un stade supérieur. Professeur Bakunda Pélé, bonjour déjà. Bonjour Georges Goma. Comment ça va? Je vais bien, vous? Mais très content de vous revoir à notre plateau. Alors, donc, on va y aller. À qui incombe finalement la responsabilité de faire changer les choses? Est-ce que les personnes que nous connaissons comme des experts, en fait, leur crédibilité, la crédibilité et la responsabilité des gens qui sont, n'est-ce pas, poussés peut-être à enclencher ce grand changement dans la vie de nos institutions au Congo-Brazzaville? Merci cette responsabilité et comment leur accorder la crédibilité par rapport à ce qu'on aimerait que les choses soient. Merci pour cette première question, Georges. Il est vrai, si la société c'est tout un corps, chacun a sa petite part de responsabilité, c'est indiscutable. Mais si on élit des responsables et on les appelle à juste titre responsables, c'est parce qu'on estime qu'ils ont un rôle premier. De ce point de vue, la réponse tout de suite saute aux yeux. Le premier responsable ou les premiers responsables, ce sont les gouvernants. Ça, c'est indiscutable. Sinon, on ne comprendrait pas leur raison d'être.
s'ils se sont autoproclamés gouvernement, ou bien si on les a élus, mais c'est parce qu'on estime qu'effectivement, ils vont jouer un rôle de leadership. Et c'est ainsi que, effectivement, la responsabilité sera proportionnelle, effectivement, par rapport à leur place dans la société. Donc, de façon directe, on peut dire qu'un président de la République, par exemple, est le premier responsable. Cela ne souffre pas d'équivoque. Mais cela n'exonère pas totalement les populations, c'est-à-dire les citoyens, de leur petite part de responsabilité. Et que de ce point de vue, on peut penser, on peut déduire tout de suite que, d'une façon ou d'une autre, nous avons notre petite part de responsabilité dans la situation du Congo, mais qui n'est pas, mais alors qui est très loin d'être assimilable à celle des responsables. C'est clair et net. Mais quand vous parlez de la responsabilité des responsables politiques, mais nous savons ce que sont ces responsables politiques aujourd'hui au Congo-Brazzaville. Auront-ils la volonté déjà de faire changer les choses puisqu'ils sont au pouvoir? Ont-ils la crédibilité de faire également? Mais est-ce que quelque part aussi, ben là c'est globalement peut-être les responsables politiques, mais est-ce que quand on descend un peu au niveau, par exemple, des experts dans les sciences humaines, par exemple. Il y a tout un travail à faire d'après ce que les Congolais ont vécu, non? Est-ce que les personnes spécialisées dans les sciences humaines n'ont pas une certaine responsabilité aussi, au moins pour faire accéder, comment je peux dire ça, ce qu'on a vécu au Congo-Brazzaville, c'est quand même très, 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 très dur. Il y a beaucoup de choses à remettre en ordre, d'abord au niveau de la société congolaise. Il est vrai que je répondais à la première question de façon générale. Et s'il faut revenir à la situation spécifique du Congo, c'est bel et bien autre chose. C'est bel et bien autre chose parce que je pense personnellement, mais je pense que sur ce point aujourd'hui, la grande majorité de nos compatriotes peuvent me rejoindre. Je pense que l'élite, les experts, ceux qui sont autour notamment des responsables numéro 1 du pays ont une lourde responsabilité. Pourquoi je le dis? Tout simplement parce que je pense que les experts, l'élite juridique, économique, etc., bon, vraiment je veux dire les techniciens, comme on les appelle, les experts, comprennent mieux que quiconque, mieux que le commun des Congolais, effectivement, la situation de notre pays. Ce n'est plus un secret aujourd'hui. Le Congo est dans une situation extrêmement grave, extrêmement dangereuse. Et je pense que pour les générations futures, comme on les appelle, les générations immédiates, c'est-à-dire dans les prochaines décennies, sont déjà très largement impactées. Et pourquoi je dis qu'ils ont une responsabilité particulière? Mais parce que je pense, mon cher Georges, que nous étions par exemple en train de parler de l'article 96 et je parlais du côté hypocrite de notre élite, et l'élite juridique. Nous étions en train de parler de la Cour constitutionnelle et vous avez vu que la Cour constitutionnelle est passée à côté de sa mission essentielle. Mais cela, on peut l'extrapoler et aller dans l'économie, dans les finances, etc. Et même les historiens, parce que les historiens savent comment terminent les dictatures, comment finissent les dictatures, ils le savent. Mais pourquoi ils ne jouent pas leur rôle? Et c'est là où je dis que leur responsabilité est particulière à côté, disons, par exemple, soyons clairs, du dictateur. Parce que le dictateur lui fait 100 ans. Je ne pense pas que Monsieur Sassou Nguesso, puisque c'est le tout premier responsable, soit totalement faux au point de ne pas savoir qu'il fait mal aux Congolais. Lui, il le fait sciemment. Tout ce qui est particulier chez lui, c'est qu'il s'est dit que ma seule façon de me pérenniser au pouvoir, c'est effectivement de mettre les Congolais en compétition sur la question des valeurs, c'est-à-dire les valeurs, ces valeurs à lui, bien entendu. Ceux qui me sont fidèles, ceux qui respectent ce que je veux, eh bien, je les gâte. Et ça se vérifie par le fait que aujourd'hui, la majorité des Congolais savent lesquels pillent ce pays, lesquels font mal, mais ils ne sont pas punis. Monsieur Sassou le sait. Vous avez vous-même suivi dernièrement l'ancien patron des patrons du Congo, Monsieur Bopaka, qui le dit. Mais nous le savons tous. Je ne parle de cela que parce que ça date d'une semaine. Ça a tourné sur les réseaux sociaux. Monsieur Sassou Nguesso a réussi, disons, sa stratégie cynique de faire comprendre aux gens que si vous n'êtes pas avec moi, vous n'êtes rien. Si vous êtes avec moi, vous avez tout. Je vous laisse tout faire. Et l'élite de notre pays, qui manque de sérieux aujourd'hui, je n'hésite plus à le dire,
l'élite congolaise qui fonctionne comme des mercenaires contre leur propre pays fait ce jeu-là. C'est ça le jeu. Uniquement pour des raisons mercantiles, eh bien, ils satisfont tous les fantasmes de M. Sassou Nguesso. Donc, de ce point de vue, je pense qu'ils sont de très loin plus responsables et peut-être les seconds responsables à côté de M. Sassou Nguesso, et puis son équipe. C'est de toute façon, c'est en continuité avec ce que nous avons dit la dernière fois, que finalement, M. Denis Sassou Nguesso se comporte comme un roi, se comporte comme un empereur, sous d'autres cieux, on l'appelait empereur, c'est-à-dire que finalement, et la Constitution et le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire et le pouvoir, tout ça, c'est sous sa coupe. Hein. On l'a dit très bien, la forte personnalisation du pouvoir au Congo-Brazzaville. Bon, maintenant, puisque nous sommes dans la perspective et la prospective, là, comme on l'a dit, bon, comment faire, professeur Bakunda-Mpele, pour faire de sorte que les experts qui sont pourtant au fait de la chose même, je vais citer par exemple votre collègue, M. Moudoudou, hein, c'est bien Moudoudou, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. Le juriste, oui. Le juriste. On trouve que finalement, dans ce viol des institutions et de la Constitution tous azimuts, ceux qui sont à la manœuvre, c'est évidemment des personnes qu'on pouvait penser qu'ils pouvaient, en se vêtant de leur éthique, protéger les institutions de la République, qu'elles ne soient pas assujetties à un individu tel qu'on le voit aujourd'hui. Comment se fait-il que, est-ce que vraiment on va pouvoir percevoir un futur, un bon futur pour ces institutions si on a des gens de cette manière-là? Lui, mais aussi d'autres. Et ce qui est embêtant pour celui que vous venez de nommer, c'est que il a écrit un peu, disons, avant d'être proche du pouvoir. Et j'aime parfois le citer en disant, voilà ce qu'il disait avant de goûter effectivement aux délices du pouvoir. Et quand il s'est approché du pouvoir, il s'est mis à dire le contraire, effectivement, de ce qu'il avait écrit lui-même. Je ne sais pas comment mes collègues de Brazzaville enseignent, qu'est-ce qu'ils disent à leurs étudiants. Parce que je suis sûr, et tous, bon, pour les enseignants du droit public, c'est le droit conventionnel, c'est le droit administratif, c'est le droit international, c'est les finances publiques. Toutes les pratiques de M. Sassou Nguesso constituent un défi, effectivement, à ces matières-là. Et donc, naturellement, il porte une lourde responsabilité et que de ce point de vue, mon point de vue, Georges, et ça participe des stratégies effectivement, disons, d'accélération, disons, de la fin de ce régime. Il faut, à mon avis, effectivement, que nous nous focalisions sur cette élite-là. Okay. Monsieur Sassou Nguesso peut dire, ben oui, je suis protégé, ce n'est pas la vérité, nous l'avons dit, mais naturellement, la procédure en ce qui le concerne est beaucoup plus lourde. Ce n'est pas le cas pour ses soutiens. Nous avions parlé la dernière fois, par exemple, effectivement, disons, de ce que les Congolais aujourd'hui appellent le permis de tuer, de piller, donné à M. Sassou Nguesso par l'article 96, par la Constitution du 25 octobre. Mais en fait, ce qui a précédé, c'était la fameuse décision de la Cour constitutionnelle du 17 septembre 2015, qui a permis effectivement à M. Sassou Nguesso d'aller au-delà de son mandat, c'est-à-dire donc disons, d'étrangler la Constitution. Au nom, effectivement, de l'autorisation qui lui a été donnée par cette décision du 17 septembre 2015, M. Sassou Nguesso s'est autorisé à tirer sur nos compatriotes, les 17 et 20 octobre 2015. Autrement dit, les compatriotes qui étaient à la juridiction constitutionnelle, qui ont fait faire à cette juridiction le contraire de ce qui est demandé à toute juridiction constitutionnelle dans tous les États du monde, du moins les États démocratiques, ont participé justement à ces crimes-là. Il faut le dire, Georges. Il faut que les compatriotes, l'élite, qui, ce n'est pas la première fois que je le dis, chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, je le dis, je le répète, il faut que ces compatriotes, qui, quand effectivement M. Sassou Nguesso tue pour se maintenir au pouvoir, eux, ils sont dans leur fantasme en se disant ben, quelle fonction je vais avoir prochainement pour avoir effectivement fait ce cadeau au dictateur, qui, chaque fois que M. Sassou Nguesso, effectivement, disons, pousse dans la stratégie de se maintenir au pouvoir, eux, le soir, disons, ils vérifient, je vais dire, disons, les mouvements sur leur compte bancaire.
sache qu'il ne peut pas contenir à son piffré et, s'empiffrer la chair de notre compatriote, de nos compatriotes, mais également, je vais dire tout simplement, à se frotter les mains en disant, ben, c'est bon, une fois de plus. Je pense que dans la stratégie que nous devons mener, ça, c'est un élément important. Nous avons un défaut, disons, dans ce pays, mon cher Georges, c'est la personnalisation, disons, ça a plusieurs sens. Et sur le cas précis de cette question, le revers, le côté pervers, c'est que finalement, nous sommes focalisés que sur lui, c'est-à-dire sur le dictateur, en oubliant qu'il ne réussit à faire ce que nous dénonçons régulièrement que parce qu'effectivement, il a des sbires, il a effectivement ses lieutenants, il a ses mercenaires. Et cela, je pense que on ne peut pas attendre, je veux dire, longtemps pour effectivement, je veux dire, disons, tenter effectivement des mesures. Et je pense qu'au nom de l'histoire, au nom, disons, de nos jeunes générations, qui à un moment ou un autre se posant la question de savoir, tout le monde se dit, voilà un pays de quelques 5 petits millions d'habitants, troisième pays producteur du pétrole, disons, en Afrique noire, qui est gâté par la nature, comme le dit M. Sassou Nguesso dans son livre, qui est gâté par la nature, mais dont la population continue à végéter. Georges, mon cher Georges, si nous ne prenons pas cette responsabilité, si nous n'anticipons pas en disant qu'il faut que les générations futures sachent lesquelles ont collaboré avec M. Sassou Nguesso, nous serons tous condamnés par les générations futures en disant c'est toute l'élite. Et donc, il nous faut distinguer cette élite-là qui accompagne M. Sassou Nguesso avec d'autres, c'est-à-dire avec nous autres. Parce qu'après tout, Georges, vous êtes étranger, nous sommes étrangers, nous sommes nombreux, mais je pense qu'il faut être resté longtemps à l'étranger pour savoir que, quel que soit le métier que l'on fait, c'est pas la même ferveur selon qu'on le fait à l'étranger ou bien chez soi. On aurait voulu effectivement que ce que nous faisions à l'étranger, nous le fassions effectivement auprès de nos jeunes compatriotes. Ce n'est pas le cas. En tout cas, moi, je l'ai senti dans le métier d'enseignant qu'on n'a pas, disons, le même sacerdoce, on n'a pas, disons, je vais dire, le même sentiment quand on le fait chez soi que quand on le fait ailleurs. Eh bien, eux, ils sont là, mais ils ont fait leur choix. Eh bien, faisons également notre choix. Aidons nos compatriotes, effectivement, disons, des générations futures, à savoir qui a fait quoi. Mais également, montrons à cette élite-là, qui est devenue mercenaire contre son pays, qui s'est associé à M. Sassou Nguesso, que désormais, nous faisons notre travail, effectivement, de patriotes et de républicains, je vais dire, en mettant effectivement ces personnes-là sur la place publique. On ne peut pas encourager M. Sassou Nguesso, dont on connaît le profil criminel, à, en quelque sorte, le laver par anticipation, même si sur ce point, autant ils trichent avec leurs compatriotes, autant ils trichent avec M. Sassou Nguesso, je l'ai déjà dit, M. Sassou Nguesso peut bel et bien être traduit au niveau international, et ils le savent. Mais ils trichent sur les deux camps. Ils trichent contre M. Sassou Nguesso, ils trichent contre leurs compatriotes, au nom de leur compte en banque, au nom de leur fantasme pour, je vais dire, disons, les fonctions. Voilà ce que je peux dire à cet égard. Très bien, Monsieur Félix Macoute-Appelé. Bon, la dernière fois aussi, je me rappelle que vous avez dit aussi ceci, que Monsieur Sassou, en tant que tel, est mortel également. C'est lui le grand architecte du système tel que nous le connaissons aujourd'hui, dans sa structure et dans son fonctionnement également. Et il est très clair que la disparition de Monsieur Denis Sassou Nguesso, que ça intervienne demain, après-demain, dans 100 ans ou dans 1000 ans, il finira par disparaître. Et avec lui aussi son système qui va disparaître. Nous avons parlé de son fils la dernière fois qui pensait continuer le travail de son père. Vous êtes sceptique à ce niveau-là parce que vous avez dit ceci, que pour que son fils puisse s'installer à la place de son père après son père, ben, il faut qu'il se prépare déjà à massacrer plus de personnes que son père n'a fait. Voyez, donc nous sommes là. Bon, on va aller sur l'hypothèse que de toutes les façons, le système Denis Sassou Nguesso n'existe plus. OK? En partant sur cette hypothèse, en reprenant l'idée des élites comme vous l'avez mentionné, et en repartant aussi sur les problèmes irrésolus, c'est-à-dire essayer d'identifier ces problèmes-là qui ne sont pas résolus parce que nous vivons une période de crise que tout le monde le sent dans tous les domaines.
est-ce que vous pensez qu'une fois qu'on aura identifié ces problèmes irrésolus, il faudra qu'on construise aussi des élites qui vont s'occuper de ces problèmes-là irrésolus dans chaque domaine? Est-ce qu'il faudra créer des élites puisque nous sommes dans la prospective? Est-ce qu'il faudra des élites spécifiques ou spécialisées pour ces problèmes particuliers qui sont restés irrésolus? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je vous comprends bien, Georges, et c'est une très bonne question. Je l'ai dit en passant. D'abord, on souhaite longue vie à M. Sassou Nguesso, de telle sorte qu'il puisse, quand il ne sera plus au pouvoir, se rendre compte du mal qu'il a fait, disons, aux générations congolaises. Du grand mal. Parce que, disons, entre nous, Georges, tous les méfaits de Sassou Nguesso, les conséquences négatives de ces actes, nous ne les avons pas encore vécues. Quand vous prenez, disons, les années 70-80, où on disait au niveau de la scolarité, nous étions à 95-100%. C'était les conséquences du régime ou des deux régimes qui ont précédé. Oui. Donc, les actes négatifs ou positifs d'un régime, on les voit toujours plus ou moins du moment où, en ce qui concerne M. Sassou, parce qu'il reste longtemps, mais beaucoup plus en différé. Autrement dit, les générations d'aujourd'hui qui se retrouvent sans scolarité, avec scolarité, mais sans scolarité sérieuse, ben nous, les grands effets, nous allons les vivre un peu en différé. Et donc, de ce point de vue, si la nature lui prête vie, eh bien, il aura l'occasion de voir, s'il fait sans ne pas le voir, ou c'est par cynisme. Je pense qu'on est un peu plus lucide quand on n'est plus au pouvoir et constater à ce moment, effectivement, le grand mal qu'on a fait parce qu'à ce moment-là, il comprendra toute la colère des Congolais. L'accablement pour l'héritage qu'il aura laissé. Parce que chaque fois quand on l'entend, il a l'occasion de parler, il dit oui, marche vers le développement, continue notre marche vers le développement. Quel cynisme, mon cher Georges. Quel cynisme. Cela dit, qu'est-ce qu'il faudra, comment faudra-t-il faire? Moi, je pense, Georges, premièrement, il faut le dire. Et cela participe effectivement de notre pression, je veux dire, disons, de notre stratégie pour la conséquence, pour qu'effectivement les choses aillent vite. Ceux qui auront participé avec M. Sassou Nguesso dans les différents crimes économiques humains, très franchement, il faut bien le dire, ils ont tourné le dos à la République. Mais là, je vous arrête là, professeur Akunda Pelé. Là, par exemple, pour cela, prenons encore comme la police. Prenons encore comme la police. Hein, avec tout le travail que la police fait en ce moment pour M. Denis Sassou Nguesso. Et j'avais dit qu'on était dans l'hypothèse que cette période est passée maintenant, puisque nous voyons le futur. Comment va se construire une élite au sein de la police capable, n'est-ce pas, de régler les problèmes du rapport de la police à sa population, par exemple? J'allais venir secteur par secteur. Ah, d'accord. Allez-y alors. Allons-y. Excusez-moi. Je posais le principe général. OK. Mais secteur par secteur, on parle de la police, on peut parler de l'armée, on peut parler des universités, on peut parler. Je vais rester d'abord sur le principe général. D'accord, c'est parfait. Disons l'élite de façon générale qui aura accompagné M. Sassou Nguesso, qui aura donc fait le choix du despotisme, qui se sera effectivement érigé en mercenaires contre leur pays. Ben, honnêtement, ceux-là doivent comprendre que la République demain, le pays demain, a le droit, pour ne pas dire l'obligation, de leur dire, vous avez fait votre choix, celui de ne pas travailler pour le Congo, mais pour travailler en faveur ou pour un seul individu qui est le despote qui a détruit le pays. Donc ça, c'est le principe général. Maintenant, sur les questions de façon sectorielle, les dossiers, disons, les problèmes, ils sont nombreux. Quand on voit notre pays, pour ne pas dire pratiquement tous les secteurs sont à terre. Nous avons l'habitude en termes de dossiers que déjà nous traînions et dont, je vais dire, disons, la conférence nationale avait fait le bilan. Nous avons, par exemple, la question des biens mal acquis. Nous avons la question des crimes. Tout ça, hein, ça s'est prolongé. Quand M. Sassou Nguesso a repris le pouvoir, ça s'est prolongé de façon grave. Donc, je parlais, disons, des biens mal acquis, disons, des crimes. On peut parler des relations avec, disons, l'étranger, notamment les multinationales et principalement la puissance coloniale. On peut également parler, notamment, disons… l'approvisionnement en électricité, en eau, tout ça là. Voilà.
On peut parler, disons, de ce que moi j'appelle toujours, disons, les grands axes du développement et du bien-être. Je mets ça là-dedans. La question de l'armée. Tout ça, c'est des questions particulièrement importantes puisque généralement, quand on les aborde dans les matières, on parle, disons, des fonctions régaliennes pour ceux qui, effectivement, les traitent pour montrer que ces questions ont une importance particulière. Je peux tenter d'aborder ces questions, disons, chacune après l'autre, mais on va essayer très rapidement. Par exemple, moi, puisque l'on parle souvent d'une transition, je pense que ce sont des questions qui ne relèvent pas d'un dirigeant après, même après le départ de M. Sassou Nguesso. Parce que quand un dirigeant arrive avec tous ses dossiers, il est bloqué d'une façon ou d'une autre. C'est des questions trop lourdes pour relever la responsabilité d'un chef d'État qui doit les traiter et l'expérience du régime du Souba nous l'a montré. L'expérience de la transition sous Milongo également nous l'a montré. C'est-à-dire que dès le moment où M. Milongo a soulevé la question des biens mal acquis, la transition a commencé à flancher. Parce que, tout simplement, c'est des questions. Mais enfin, il faudra. Et je pense que pour la question de la transition, je pense c'est clair, à peu près tous les collègues l'ont compris, la transition ne peut pas se limiter à 1 an ou 2 ans. Il faut un peu plus pour que ces questions soient tranchées. La question de l'armée, par exemple, très rapidement, moi, je pense que l'un de nos problèmes au lendemain de l'indépendance, c'est que on n'a pas pu, en quelque sorte, disons, déconstruire, disons, les différents secteurs que nous avons hérités de la colonisation. On a reproduit comme tel. Aujourd'hui, quand on regarde, disons, le monde, la dernière fois que j'ai abordé cette question, je parlais du cas du Costa Rica. Le Costa Rica a connu une guerre civile, je vais dire, très grave au plan humain. Et au lendemain de cette guerre civile, il avait décidé, par exemple, de ne plus garder l'armée, mais de garder la sécurité civile, en se disant que finalement, l'armée n'avait pas joué son rôle et qu'ils avaient payé très cher l'institution, une institution qui, au fond, au lieu d'assurer la sécurité, disons, des citoyens, était plutôt allée en guerre contre les citoyens. Donc, je pose là une question, c'est de savoir si, franchement, je pense, on a reçu, disons, au cours, disons, d'une émission que j'ai regardée, effectivement, il y a quelques jours, une de nos compatriotes, Madame Abia, qui était en train de rappeler que vous posez la question, disons, du budget de l'armée. Très sincèrement, pour un pays qui n'a jamais connu la guerre et qui n'est pas prêt d'en connaître, avoir un budget aussi énorme en matière de défense. Je veux bien que la défense est d'anticipation. Mais très franchement, Georges, est-ce qu'il y aurait quelqu'un, un Congolais de série, pour penser que demain nous allons entrer en guerre avec la RDC, avec les pays voisins? Difficile à supposer, mais retenons le principe de l'anticipation. Franchement, est-ce qu'on a besoin de dépenser 200, 300, 400 milliards, disons, pour la défense et moins pour l'éducation? Oui. Donc, on peut aujourd'hui, l'avantage que nous avons à l'heure actuelle, c'est de dire que nous avons 60 ans d'indépendance et nous avons également un regard expert du point de vue des historiens, des économistes, qui nous permet de voir, de faire l'autopsie de notre histoire, mais également de décortiquer ce qui s'est passé ailleurs, de telle sorte que nous ne reproduisions pas de manière spontanée, je veux dire, les institutions qui existent ailleurs. Et bon, donc là, c'est la question de l'armée. Je pose là une question et je montre, disons, à peu près les alternatives reçues ailleurs. Pour nous poser la question de savoir, est-ce que la question du maintien de l'armée doit être, je veux dire, disons, abordée comme telle, d'autant plus, nous savons, puisque nous avons parlé de la personnalisation, nous savons que l'armée de M. Sassou Nguesso, c'est une armée personnalisée. Je ne veux pas rentrer sur les questions généralement qui touchent nos démons en parlant de sa composition, de la composition de cette armée, mais là, la question se pose. Et moi, je suis sûr, par exemple, je n'ai pas, disons, je veux dire, disons, voulu aborder cette question quand, à la mort du président Dissouba, j'ai fait un écrit qui était intitulé, disons, une expérience politique congolaise. Je n'ai pas voulu aborder cette question de l'armée et, je vais dire, disons, de ce qu'on appelait alors les milices, parce que, bon, voilà, il y avait notre compatriote, le général Mokoko, qui était à ce moment-là, disons, transféré, disons, en Turquie. Il était malade. Donc, ces questions-là, puisque je sais qu'en général, le pouvoir sur place les exploite, effectivement. Bon, là, je n'ai pas voulu aborder cette question à ce moment-là.
cette question de l'armée et de la militaire. Mais je pose la question suivante. Mais le rôle de l'armée, c'est quoi? Nous connaissons. Et si l'armée est personnalisée, je prends l'hypothèse concrète aujourd'hui, Georges, si demain, Sassou Nguesso n'est plus au pouvoir, honnêtement, sérieusement, les yeux dans les yeux, comme on le dit, est-ce que cette armée du jour au lendemain qui est personnalisée, dont d'écrasantes majorités des officiers supérieurs sont des proches de M. Sassou Nguesso, est-ce qu'ils peuvent jouer leur rôle? J'en doute fortement. Donc, oui, ça pose une question. Peux prendre... Attendez, monsieur, mais vous dites des choses très, très intéressantes. Je voudrais rebondir là-dessus, professeur Bakunda Pélé. En parlant de l'armée, bien sûr, qui est personnalisée à l'extrême, est-ce que vous pensez que nous fonctionnons dans l'hypothèse que monsieur Denis Sassou Nguesso est désormais une histoire du passé, hein? On est dans cette hypothèse-là. Est-ce qu'une institution comme l'armée, nous sommes toujours dans les institutions, dans leur préfiguration demain, la grande muette, comme on le dit. Alors, est-ce qu'on peut penser, vous avez dit vous-même d'ailleurs, mais comment, dans un pays qui n'a jamais fait la guerre en tant que tel, comment une institution peut brûler, je dis bien brûler, autant de budget, autant d'argent? Il y a encore un article qui est sorti j'ai vu peut-être 10 milliards siphonnés par les colonels de l'armée, ou que c'est encore. Alors, ma question, c'est de savoir, est-ce que demain, on pourra penser une armée qui, sous l'effet de ces experts, parce que vous avez compris qu'on donne de l'importance désormais aux experts qui connaissent la chose, qui connaissent bien la chose, pour éviter désormais que l'armée soit sous la botte d'un individu. Est-ce qu'on pourra penser demain une armée qui aura changé complètement, une armée de métier par exemple, une armée qui va voir renaître le génie militaire ou que sais-je encore, de sorte que le militaire puisse produire au moins quelque chose plutôt que de consommer, engloutir des sommes d'argent. Enfin. Mon point de vue, c'est clairement que, de toute façon, Georges, ne nous cachons pas, cette armée n'est pas préparée pour son rôle dans le monde entier, c'est-à-dire le rôle qui a attribué une armée dans le monde entier. Donc, c'est clair. Donc, on joue l'alternative pour dire, nous avons le cas du Costa Rica et de bien d'autres pays pour dire, ils ont fait le choix, disons, d'en finir avec l'armée classique pour une sécurité, parce que la sécurité civile, on en a toujours besoin en permanence. C'est mon point de vue. Mais je ne suis pas expert de l'armée, je ne fais que regarder pour montrer une autre alternative. Il faut donc, effectivement, le moment venu. Pourquoi? Parce que nous avons parlé de l'instabilité institutionnelle et constitutionnelle la dernière fois. Mais l'armée a toujours été associée. Si on enlève, disons, 63, 68, l'armée est en plein dedans. 77, l'armée est au cœur, disons, de la crise. 79, l'armée est au cœur de la crise. En 90, 92, l'armée, le contexte effectivement démocratique aidant, essaie de revenir à la place qui était attendue d'elle. Et par la suite, c'est-à-dire dans 92, on rebelle dedans. C'est-à-dire que de la même façon, je disais que je n'ai pas voulu aborder cette question, disons, l'année dernière, quand M. Dissouba est décédé. Bon, mon cher Georges, je ne vais pas tourner le couteau dans la plaie. Une phrase seulement. Nous avons vu début juillet, disons, en Afrique du Sud, quand effectivement le pays se retrouve dans l'état, dans l'Afrique du Sud, qui a arrêté la situation? C'est l'armée. C'est l'armée. Nous sommes arrivés en 10 jours à 212 morts et nous étions à 300 et quelques morts. Si l'armée ne s'était pas ingérée, cette situation serait pérennisée. Dans le cas du Congo, nous savons que quand commencent les événements, disons en décembre 92, l'armée dit que ce n'est pas son affaire, c'est l'affaire de la politique et que l'armée, disons, ne doit pas s'ingérer. Je ne sais pas si c'est la bonne solution. N'abordons pas cette question, ce n'est pas le moment. Voilà. Le moment venu. Donc, mon point de vue est clair. On ne peut pas continuer comme tel. Et donc, j'offre une alternative, je propose une alternative qui est celle, effectivement, de changer, effectivement, le profil de l'armée dans son rôle. Mais ce n'est pas une question facile. Puisque pour ceux qui ont fait le choix de la conquête, la conservation du pouvoir par tous les moyens, j'étais en train de dire la dernière fois, la seule légitimité est toujours militaire. Et donc, effectivement, disons, la complexité de la chose. Parce qu'ils savent que dans l'ambition qui est la leur, une fois que effectivement on change le profil de l'armée,
eh bien, ça porte un peu atteinte disons, atteinte à leurs ambitions. Nous avons suivi, mon cher Georges, nous avons suivi M. Dadira lors de son procès. M. Dadira a cité cette phrase. Désormais, on peut même faire un coup d'État par Internet. C'est lui qui l'a dit. Que l'on peut s'associer effectivement, disons, des experts d'un peu partout avec... Oui, donc, qu'est-ce que je dis par là? C'est que dans la tête des anti-républicains, la question du coup d'État reste une question fondamentale pour conserver, pour conquérir et pour conserver le pouvoir. Donc, d'une façon ou d'une autre, pour répondre de façon, disons, directe à votre question, non, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à, je vais dire, disons, griller une large partie du budget, disons, au profit d'une armée dont on ne voit pas tout de suite. Je dis une chose, puisque je vous ai parlé du Costa Rica. Quand le Costa Rica, en 1980, c'est-à-dire après près de 50 ans, disons, de gel, disons, du rôle de l'armée comme telle, a organisé un référendum pour savoir si on pouvait revenir, disons, à l'armée classique, à plus de 90%, le Costa Rica, qui est parmi les pays les plus à l'aise, les mieux, disons, je dirais donc les moins sous-développés, donc les plus développés, effectivement, d'Amérique centrale, a fait le choix à 90% de continuer sans armée. Sans armée. Et ils sont, quand on prend tous les pays d'Amérique centrale, ben, ils sont, disons, les meilleurs au niveau de la santé, au niveau de l'éducation. Ce n'est pas un hasard, parce qu'ils ont su, effectivement, transférer les montants énormes qui étaient réservés à l'armée, effectivement, sur les questions essentielles de la vie, qui sont, effectivement, celles de l'éducation, de la santé et du bien-être des citoyens. Donc, ce n'est quand même pas un hasard. Donc, ça, c'était la question de l'armée. Oui. Je ne sais pas si je peux enchaîner sur l'autre. Oui, mais on va peut-être, on comprend l'économie générale de votre pensée là, sur ça, c'est en tout cas le dessein de transformation de ces institutions régaliennes, changer complètement. Et ça, je pense qu'on peut l'appliquer dans d'autres domaines également. Voilà. De façon générale, qu'est-ce que je veux dire par là? Oui. De façon générale, pour qu'on passe à une autre question. J'ai montré que sur les grands secteurs, ça dit que j'ai essayé donc effectivement de les définir, disons de les identifier. J'ai parlé de la question des biens mal acquis, la question de l'armée, la question même également de l'unité nationale. La question de l'unité nationale. Grand chantier. Moi, j'ai toujours pensé que cette question ne peut pas être résolue par, disons, sur les réseaux sociaux. Ben oui, un tel. Je n'ai jamais abordé, j'écris beaucoup sur le Congo, je n'ai jamais abordé cette question comme les autres l'abordent sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que c'est pas compliqué. Il suffit de se dire, ben voilà, on parle beaucoup du tribalisme. Le tribalisme, c'est quoi? Définissons par une loi tout ce que l'on entend par tribalisme. Une fois qu'on a identifié effectivement les différentes formes du tribalisme, une fois qu'on les a définies, eh bien, on colle effectivement à chaque forme du tribalisme, effectivement, une sanction. Mais en haut, je veux dire, au plan institutionnel, il y aurait comme une haute autorité de lutte contre le tribalisme, avec la possibilité pour le commun de nos citoyens de saisir effectivement cette instance. Et on peut l'accélérer et dire que, par exemple, une fois qu'effectivement quelqu'un se plaint au niveau de cette institution, en matière administrative, en France, par exemple, il y a ce qu'on appelle, disons, la limitation du délai de traitement. On dit que quand, par exemple, quelqu'un dénonce un fait, il faut que dans les 3-4 jours, effectivement, réponse lui soit donnée. Donc, il y a une façon beaucoup plus formelle, c'est-à-dire donc légale, de résoudre ce problème que, effectivement, de l'aborder de temps en temps comme ça, c'est un tel et tout. Donc, il faudrait qu'il y ait une haute autorité, effectivement, disons, contre le tribalisme ou contre, effectivement, je vais dire, contre l'unité nationale, de telle sorte qu'effectivement, si quelqu'un trouve qu'effectivement il y a un fait, disons, qui relève du tribalisme, que ça puisse être traité. Donc, question disons, d'unité nationale, la question des crimes. Quand on prend le texte du dictateur, la Constitution, disons, du 25 octobre 2015, ça m'a fait rire. Il définit donc effectivement la fin de la peine de mort. Georges, ça fait rire. Combien de personnes sont mortes chez nous à la suite, je vais dire, disons, d'une sanction? Les dizaines de milliers de crimes de Sassou Nguesso ont été commis en dehors de la justice. De qui se moque-t-on? C'est ça. Hein? Rares sont, il y en a, mais très rares sont ceux qui pourraient dire qu'effectivement, non. L'écrasante majorité des morts
au Congo et qui sont des dizaines de milliers, nous le savons, mais ne sont pas passés par un procès. Donc, moi, je pense que sur cette question, par exemple, on peut nuancer pour dire, oui, gardons la peine de mort pour les crimes à caractère politique. Les crimes à caractère politique doivent être sanctionnés éventuellement par la peine de mort pour des récidivistes, pour des crimes massifs. Mais que pour les questions de droit commun, eh bien non, moi je pense que... Mais professeur Makounda Pélé, là vous dites quelque chose qui me chatouille un peu l'esprit, garder la peine de mort au moment où, au niveau beaucoup plus global, ce qu'on pourrait appeler une certaine avancée du droit international, ce serait l'éradication de la peine de mort quand même un peu partout. Est-ce qu'il n'y a pas une autre sanction qu'on pourrait infliger à ces grands criminels qui, évidemment, on peut comprendre qu'ils méritent la peine de mort? Je rappelle, mon cher Georges, une spécificité congolaise. OK. Les plus grands crimes que nous avons vécus dans ce pays sont des crimes politiques. OK. Partout où on a éliminé la peine de mort, c'était des crimes de droit commun. C'est ce que j'étais en train de dire. Voilà. Pourquoi je le dis? Mais parce que, je dis, notre histoire politique, c'est une répétition des crimes politiques. Ce n'est pas le cas ailleurs. Ce n'est pas le cas ailleurs. Donc, je suis effectivement, je dis, je suis pour la suppression de la peine de mort pour des crimes de droit commun. OK. Je l'ai bien dit. Mais pour des crimes politiques, entre nous, Georges, quelqu'un qui élimine 100, 200, 300 personnes, enfin, je suis sûr que dans tous les pays du monde dont nous avons parlé, s'il y a quelqu'un qui s'est illustré comme tel, il y aurait des mouvements permanents pour dire il faut la peine de mort pour celui-là. Donc, je suis pour la suppression de la peine de mort pour les crimes de droit commun. Mais une façon, parce que la gestion d'une société, c'est l'anticipation. Pour dire que à la conférence nationale, tout le monde a dit, on se rappelle effectivement la déclaration de M. Tshisekedi, plus jamais ça. Nous sommes en 91, plus jamais ça. Eh bien, on l'a retrouvé, multiplié par 10, par 100 peut-être. 30 ans après, hein, 30 ans après. Enfin, aujourd'hui, ça fait 30 ans maintenant. Hein, depuis, donc, je pense pourquoi je le dis? Mais c'est pour dissuader, pour tenter, je vais dire, disons, de trouver une issue à ces crimes politiques à répétition. Bon, professeur Makounda Pélé, je comprends très bien cela, je comprends très bien l'économie générale de votre pensée, mais dites-nous exactement comment faire pour imposer la respectabilité des institutions. Par exemple, comment faire concrètement pour que les gens aient le respect des institutions, par exemple, qui se lèvent plus, évidemment, comme vous le dites, se lever et se mettre à tuer le monde comme ça. J'en arrive, mais pour ne pas sauter les questions, parce que pour ceux qui allez-y alors. Ils se sont rendus compte qu'il y a une question qui avait été posée préalablement, celle effectivement des problèmes globaux. Je suis, pour terminer avec ça, je vais donner une réponse générale et puis j'arrive à la question. C'est parfait. Je pense, Georges, qu'effectivement, sur les grands problèmes du quotidien, sur les grands problèmes qui intéressent la majorité de nos compatriotes, j'ai toujours pensé qu'il faut les définir, il faut les identifier. Parce que ce qui est choquant dans notre pays, Georges, c'est de nous rendre compte que les questions les plus élémentaires qui ailleurs sont résolues depuis, chez nous sont loin d'être résolues. Prenons les questions les plus élémentaires qui relèvent effectivement du quotidien de nos concitoyens. L'eau, l'électricité, je veux dire l'alimentation, la santé. Mais l'éducation. On les recense pour le bien-être de nos compatriotes et que ces questions doivent être résolues d'urgence. Ce ne sont pas des questions des politiques, ce ne sont pas des questions des partis politiques, c'est des questions du commun des Congolais. Et l'on se dit, bon voilà, une fois qu'on les a identifiées, les questions qui relèvent, je dis bien, du bien-être de nos compatriotes, de telle sorte qu'elles soient résolues le plus rapidement. On recherche au niveau de notre élite, et peut-être même ailleurs, les profils correspondant à cela, pour dire, voilà, c'est une question d'urgence. Nous nous donnons 2-3 ans pour que ces questions soient résolues définitivement, et que, parce que, vous savez, Georges, on a l'habitude de dire, ventre affamé n'a point d'oreille. J'ajoute souvent, n'a point de ménage non plus. Quand on manque d'eau, quand on manque d'électricité, quand on manque, disons, à manger, je pense que c'est difficile d'être décent, je pense que c'est difficile de réfléchir.
C'est difficile d'être un citoyen quand, effectivement, ces questions que j'appelle toujours des questions animales ne sont pas résolues. Donc, ces questions-là, là, je réponds de façon générale parce que je disais, en allant, disons, thème par thème, ça peut prendre du temps, mais de façon générale, donc je dis, les questions essentielles qui relèvent du bien-être de nos citoyens doivent être des questions à identifier et à résoudre le plus rapidement en 2-3 ans en prenant les profils. On n'est pas obligé de se limiter aux profils nationaux. Puisque c'est une question d'urgence, on peut même prendre ces experts ailleurs et dire, voilà, nous, les problèmes, c'est ceux-là. C'est ceux-là. Eh bien, aidez-nous, nous mettons les moyens de telle sorte qu'en 3, 4, 5 ans, ces questions soient résolues. Oui, donc, voilà la réponse globale que je peux donner effectivement sur ça. Mais on peut s'identifier, on peut, comme je l'ai dit, on peut effectivement aller question par question. Mais voilà à peu près la solution globale que l'on peut proposer. Et je suis sûr que 3, 4 ans, la majorité, pour ne pas dire toutes ces questions, peuvent être résolues. Maintenant, pour revenir à la question que vous m'avez posée dernièrement, donc la toute dernière. Oui, la toute dernière question, en fait, comment imposer pour demain le respect de ces institutions-là? Comment imposer ce respect? Peut-être pas le terme imposer, mais comment apporter cette pédagogie auprès des gens que ces institutions soient désormais sacrées, que les gens comprennent que non, mais là, je suis en dessous de l'institution. Un peu les institutions fortes, comme disait Obama. De façon générale, par exemple, nous regardons le problème de détournement des deniers d'État. Bon, moi, j'ai l'habitude de dire que s'il y a cette forme, effectivement, disons, de désinhibition de l'élite et même, disons, du Congolais lambda dans le pillage, c'est parce qu'ils se disent ailleurs, on le fait. C'est-à-dire, à un niveau supérieur, on le fait. Et ça fait que le Congolais lambda, moi, je suis pendant la présidence de 2016, disons, les proches des candidats à la présidence qui étaient en train de dire, c'était Africa 24 qui était là qui pose la question de savoir, mais dites-nous la corruption, c'est quoi? Et j'ai été surpris, disons, les collaborateurs des leaders politiques qui étaient là, ils disent, oui, par exemple, au tribunal, quelqu'un arrive, fait ceci en taxi, en tout. Ça s'appelle, disons, la petite corruption. Effectivement, elle est critiquable, mais c'est la grande corruption qui donne, effectivement, cette liberté-là. C'est parce que, effectivement, au niveau supérieur, les gens se disent, mais enfin, si le ministre, les directeurs généraux le font, pourquoi je ne le ferais pas? Et pourquoi d'ailleurs, disons, on a du mal à frapper cette petite corruption? Mais c'est parce que les gros poissons, comme on le dit, se disent eux-mêmes que, oui, moi, je m'occupe d'abord et avant tout de moi-même, c'est-à-dire, effectivement. Donc, voilà. Donc, première réponse, je pense que si on est conséquent, avec les gros poissons, comme on le dit, c'est-à-dire si on applique la sanction, effectivement, ça va se répercuter. Le DG ne va pas hésiter à frapper effectivement son petit agent pour que, effectivement, de façon par ricochet en quelque sorte, effectivement, il y ait un peu plus d'effectifs. Donc, l'exemplarité. Première, effectivement, réponse. Mais au niveau l'exemplarité, ce qui veut dire qu'il faut que la justice fonctionne. Ce qui veut dire qu'il faut qu'effectivement nous ayons, disons, même au sein de l'élite, même si on ne peut pas rêver d'en avoir une qui soit, disons, complètement saine, mais s'il y a quelques-uns qui sont sains, effectivement, ils peuvent. Mais on peut aller plus loin. Mais M. Bakunda-Pélé, au cœur de la société, Georges. M. Bakunda-Pélé, vous parlez de l'exemplarité. Évidemment, l'exemplarité, c'est quelque chose de formidable, c'est une valeur qu'on recherche partout. Mais est-ce que cette exemplarité, quand je vois un peu un système comme celui de Thomas Sankara, est-ce qu'à force de vouloir montrer cette exemplarité au point où il a porté, ça ne l'a pas coûté la vie? Est-ce qu'il n'y a pas les systèmes qui se sentent enracinés quand quelqu'un ressort un peu? Je regarde un peu au Congo-Brazzaville, il y a des gens, par exemple, qui ont 10 salaires, surtout dans l'armée, 10 salaires. Donc, depuis près de 30 ans, depuis 80, plus de 20 ans, quelqu'un est là en train de gagner 10 salaires. Et puis, tout d'un coup, plaf, la supercherie a été découverte, il revient à un salaire. Est-ce qu'un type comme ça, s'il a des moyens, il ne peut pas tout briser pour empêcher un peu l'exemplarité de prendre pied? Vous êtes modeste en disant 10 salaires, il y en a qui en gagnent 50 et 100. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Bon, nous prenons le cas du Burkina Faso. Malgré l'effort qui a été fait par le président Sankara, nous étions dans un système fermé, c'est-à-dire un système où effectivement la société civile ne fonctionne pas. Un système où les médias, malgré tout, nous étions dans un contexte du point de vue institutionnel qui était quand même un système dictatorial, je veux dire, c'est-à-dire où effectivement les différentes formes de contrôle ne fonctionnent pas, ne sont pas initiées, ne sont pas, disons, activées.
Donc, je pense qu'effectivement, avec un discours, un contexte démocratique, moi, je ne cesse de dire ceci. Quand il y a eu cette affaire, disons, des biens mal acquis en 2010, quand ça a sonné, effectivement, disons, en France, avec, effectivement, pour ceux qui s'en rappellent, effectivement, les proches, disons, de M. Sassou Nguesso qui étaient montés au créneau pour dire, ben voilà, on veut, disons, bousculer notre République, c'est une atteinte contre l'État. J'avais écrit, disons, une petite réflexion qui était intitulée « Bien mal acquis participe du pouvoir mal acquis ». Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en réalité, s'il y a un minimum de démocratie, la démocratie elle-même offre des possibilités de contrôle de cela. Et que si M. Sassou Nguesso et ses sbires vont jusqu'à ce scandale et s'en fichent, mais c'est tout simplement parce que nous ne sommes pas en démocratie. Moi, nous prenons le régime de Pascal Lissouba. Les gens disent qu'il y avait des signes. Je dis des signes, oui, peut-être même des faits. Mais celui qui est élu démocratiquement, le fait qu'il est élu démocratiquement, c'est que, et c'est pour ça que je dis que pour nous, l'essentiel, c'est nous battre pour la démocratie. Il sait qu'en dernière instance, il sera jugé. La démocratie se donne tous les moyens de corriger un fait et que c'est difficile d'arriver à un certain stade. Si M. Sassou Nguesso est arrivé à ce stade de pillage massif, insolent, impuni. Mais c'est tout simplement parce qu'effectivement, il se fiche la démocratie. Donc, je dis, en démocratie, nous sommes dans les pays démocratiques. Le crime existe en France. Le crime existe aux États-Unis. Les détournements existent. Mais la démocratie offre des possibilités, effectivement, de limiter et de corriger cela. Donc, si nous sommes arrivés à ce scandale, je veux dire, disons, à cette obscénité, mais c'est tout simplement parce que nous sommes dans un contexte démocratique. Donc, de ce point de vue, moi, je pense que pour nous, travailler, lutter pour la restauration démocratique, c'est déjà, de façon générale, c'est déjà une avancée. Et que le reste, de la même façon que je dis, les questions tribalistes ne se posent que parce que nous sommes dans le contexte qui est celui. Si nous sommes en démocratie, la démocratie donne la possibilité. Prenons l'hypothèse, ce qu'on dit par exemple de notre armée. Mon cher Georges, vous pensez que si nous étions en démocratie, les gens ne se diraient pas qu'il y a un problème et qu'il faut le résoudre tout de suite? Le Parlement traiterait de cette question. Nous étions l'autre jour dans la question, mais très rapidement, là-bas, évoquée comme ça, la question aujourd'hui, disons, la concession des terres. En démocratie, un président peut dire, oui, je vous donne des terres comme ça. Non. Donc, je pense que le contexte démocratique lui-même offre également des possibilités, disons, je vais dire, disons, de limiter le phénomène. Ne fût-ce que parce que le dirigeant qui est là, c'est que, outre les contrôles qui sont multiformes, c'est-à-dire la société civile, les institutions habilitées, bon, ceux-là, effectivement, font contrepoids, disons, dans des pratiques négatives. Or, tout cela ne fonctionne pas. C'est ce que demande le Fonds monétaire à Sassou Nguesso. Mais ça ne peut pas aller puisque le système est né et continue, disons, à vivre dans le contexte. Donc, tout, nous avons vu là qu'il a nommé un ministre chargé du contrôle d'État. Un instant, c'est un organe interne, c'est-à-dire qu'il dépend de lui-même. Ça va donner quoi? Absolument rien. Donc, ça, c'est, je veux dire, au niveau, effectivement, des marches. Mais je veux dire ceci. Contrôle politique et moyen de se sortir du système. On a remarqué, par exemple, que la Convention de 1992, ou tout simplement le contexte démocratique, avait prévu certaines instances, notamment contre certaines pratiques, notamment les coups d'État. Et entre autres, effectivement, moyens qui étaient prévus, il y a eu, par exemple, la résistance à l'oppression qui était prévue dans notre préambule. Et la plupart des pays africains qui ont adopté les nouvelles constitutions avaient adopté le même mécanisme de résistance à l'oppression. Dans l'hypothèse où, effectivement, il y avait un coup d'État, parce que tout commence par là. Et puis le reste, on bascule. Voilà. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné en gros. Bon, du point de vue, pour moi qui ai traité cette question, on sait qu'en réalité, quand le peuple veut réagir par résistance, il n'a même pas besoin de texte. Voilà. Et quand on le prévoit également, c'est à double tranchant. Je rappelle, Georges, que quand M. Sassou Nguesso arrive en 97, il dit que sinon, c'est la résistance à l'oppression contre un tyran. Je me rappelle qu'il l'a dit. Je rappelle également qu'avant 97, on a recouru 3 fois à la désobéissance civile dans notre pays. Janvier 92, novembre 92, juillet 93, à l'occasion des élections législatives anticipées. Ouais. Je peux vous dire tout de suite, vous vous rendez compte, je peux vous dire tout de suite que ce n'était pas toujours pertinent. Par exemple, novembre 92, désobéissance à l'oppression parce que le président a dissous l'Assemblée et qu'il a violé la Constitution. Depuis, j'ai démontré que non. C'est l'opposition qui avait violé la Constitution.
Parce que la majorité, dans un régime semi-parlementaire, c'est le peuple qui donne la majorité. C'est pas, disons, les opposants qui font du rafistolage pour dire je vais me lier à toi et puis on va continuer la majorité. Non. Mais vous voyez, donc je dis que c'est un mécanisme à double tranchant. Okay. Et en France, où ça a été utilisé a été annoncé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à l'article 2. Quand on est passé à l'élection, on est arrivé à ce qu'on appelle le régime de la Convention nationale avec Robespierre. Robespierre a pensé que, bon, non, on n'était pas allé loin, qu'on avait annoncé, mais on n'avait pas prévu les mécanismes. Article 35 de la Déclaration des droits de l'homme de la Convention, du régime qu'on appelle sur la terreur, qui, en même temps qu'elle prévoyait je vais dire, disons, un dispositif radical de la résistance à l'oppression, à l'article 35, avait également prévu, dont l'ambition, dit-il, effectivement, garder les verbes de la révolution, avait également prévu l'échafaud. Au moins 300 personnes, officiellement c'est 170, mais les historiens disent qu'il y a eu au moins 300 qui sont passés par l'échafaud. Et que si justement on n'a pas retenu la déclaration des droits de l'homme et l'article 35, qui prévoyait effectivement une résistance à l'oppression radicale, c'est pas rentré dans l'histoire parce qu'ils se sont rendus compte que cette même résistance à l'oppression pouvait effectivement, disons, tourner court et jouer un rôle contraire effectivement à celui que l'on prévoyait. Donc, oui, comme mécanisme comme ça, en même temps qu'on se dit que c'est pour réguler, c'est pour effectivement, disons, assurer des garanties. La démocratie, ça peut donner autre chose. Mais je m'accorde avec vous, nous avons également à réfléchir sur des garanties solides de notre démocratie. Et absolument. Ces garanties, moi je pense par exemple à une. Nous avons remarqué, Georges, que tous les dictateurs, tous les putschistes, quand ils font un putsch, ils vont arrêter le moteur là. C'est-à-dire, ils vont suspendre la Constitution. Vous voyez, M. Sassou Nguesso l'a fait en 97, il l'a fait régulièrement, je rappelle qu'il l'a fait effectivement. Je vais dire, disons, le 14 août 1968, ils ont effectivement, disons, tiré le moteur, c'est-à-dire qu'ils ont effectivement, disons, aboli ou abrogé la Constitution qui avait précédé. Ils l'ont fait le 5 avril 1977. Ils l'ont fait, Sassou l'a fait également le 7, y compris ses propres textes, hein. Voilà. Le 7 février, disons, 1969, il l'a fait. Le 30 mars, il l'a fait. Le 8 juillet, il l'a fait. Il l'a fait le 24 octobre, disons. Qu'est-ce que je veux dire par là? Puisque nous savons, par exemple, que quand les dictateurs, les putschistes, font un coup d'État, ils vont arrêter le moteur. C'est-à-dire, ils vont donc effectivement, disons, abroger la Constitution. Mais réfléchissons quelque part, une fois en causant, vous et moi, il y a longtemps, nous étions inspirés, disons, de l'aéronautique. Il faudrait que nous ayons plusieurs moteurs, de telle sorte que si la tel moteur, effectivement, nous allumons notre moteur. C'est ça. Vous voyez ce que je veux dire par là? Voilà. Donc, prévoyons plusieurs moteurs, de telle sorte que le moteur ne soit pas seulement au niveau national, c'est-à-dire à la portée du dictateur ou du putschiste, mais qu'il y ait plusieurs moteurs. Quand on arrête ici, l'autre moteur s'allume. Oui, donc, ce que je parle là par métaphore pour dire métaphore, oui, ça se comprend très bien. À plusieurs canaux de conservation, effectivement, de la démocratie, c'est-à-dire, donc, nous devons assurer une meilleure garantie. Nous avons donc à réfléchir cela à partir de cet exemple-là. Est-ce que c'est une certaine idée d'un fédéralisme ou d'un pouvoir qu'on enverrait dans le territoire, de sorte que si le pouvoir central s'arrête, comme vous dites, la belle image, et que dans les collectivités, c'est ça. Hein? Je pense que ce qu'on appelle la forte centralisation qui a fait que tout est concentré à la capitale fait que, en fait, on facilite la tâche aux putschistes. Et que nous devrions, disons, dans les futures réformes, je vais dire, envisager l'hypothèse où, effectivement, le pouvoir institutionnel ne soit pas exclusif à la capitale. Mais je vais dire ceci, mon cher Joe, peut-être les gens ne se rendent pas compte. Mais le dictateur lui a déjà anticipé, mais dans son sens à lui. Le fait qu'il se dit qu'il veut conserver le pouvoir pour longtemps, mais il est en train de déconcentrer le contrôle des collectivités locales. Premièrement, je pense que certains de nos compatriotes futés l'ont compris. M. Sassou Nguesso est allé installer des palais présidentiels dans toutes les capitales des collectivités locales. Très important. Très bien. Donc, il y a aujourd'hui un palais présidentiel dans chaque région, que lui, il appelle maintenant département. Un palais présidentiel, c'est aussi un fort militaire. Un fort militaire, oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il rapproche la répression des populations locales.
il rapproche la représentation de la population locale. Tous ces palais présidentiels sont des forts militaires. Et voilà que, se rendant compte que ça ne suffit pas, il est également en train de chercher à occuper dans chaque collectivité locale des terres locales. Puis il va mettre, semble-t-il, c'est ce qu'il y a derrière, effectivement, cette affaire, disons, de vente, de notaire, c'est-à-dire les derniers bijoux des familles, mon cher Georges. C'est des bijoux de la famille. Absolument. Voilà. Donc, pour compléter, effectivement, la stratégie qu'il a déjà initiée à partir des palais présidentiels, c'est-à-dire donc des forts militaires, il faut qu'éventuellement, il prévoie des moyens, des relais, justement, à ces forts militaires qui sont installés au niveau des palais présidentiels de telle sorte qu'ils viennent à la rescousse. Voilà donc la stratégie. Donc, vous voyez que dans ce que je dis, pour effectivement multiplier les moteurs de telle sorte que ça ne soit pas au niveau... Mais lui, il a déjà anticipé, mais dans ses fantasmes à lui. Dans ses fantasmes à lui. Oui, donc ça donne une image, disons, des enjeux de demain, que le dictateur également y réfléchit. C'est ça. Et sous le même angle, moi j'ai déjà dit, bon, ça m'embête un peu de répéter, mais il faut le dire, je le dis en une phrase, nous ne devons pas continuer avec le même modèle présidentiel, de toute façon. Dès qu'on parle, si nous prenons l'exemple, effectivement, disons, du fédéralisme tel qu'il est organisé ailleurs, et principalement aux États-Unis, ça va de pair, effectivement, avec la reconnaissance d'un exécutif local relativement fort. C'est-à-dire les gouverneurs et tout, ça veut dire qu'on organise la collectivité locale. Donc, personnellement, mais j'ai déjà beaucoup dit et écrit là-dessus, on ne va pas perdre de temps. Je pense que le modèle présidentiel français que nous avons adopté nous a déjà joué trop de mauvais tours. D'abord, parce que j'ai déjà dit, c'est le guichet unique de la puissance coloniale ou disons des multinationales étrangères. Nous avons remarqué la question des terres. Bon, voilà, les Rwandais disent, ils ont tout simplement discuté avec Sassou. Ben, Elf, nous avons vu, au total, ils discutent seulement avec Sassou. Ben, ainsi de suite. Tout ce qu'on appelle, disons, les partenaires pétroliers du Congo, eh ben, ils traitent. Ça ne tient pas. Uniquement parce que c'est le plan de la République. Donc, je pense que ce modèle, je ne cesse de dire, c'est le poison de l'Afrique, c'est le piège qui a été tendu à l'Afrique et que, de façon impérative, ce modèle doit être revu, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, ça participe effectivement de ce que j'ai appelé des moteurs différents. Il ne faut pas qu'il y ait un seul moteur. Voilà. Oui, mais c'est ça, c'est ça. Et même la France aussi, hein, parce que ça, c'est carrément l'histoire du jacobinisme, hein, la remontée des dossiers sur Paris, et qu'après, il y a eu la décentralisation. La décentralisation qui a été effectivement le reflet des combats qu'il y a eu à nous semblons rester accrochés à ce jacobinisme idiot. Voilà. Parce que les Jacobins ont été effectivement, disons, en contradiction avec les Girondins. Les Girondins qui étaient pour un mode d'organisation beaucoup plus décentralisé. Décentralisé, voilà. Très bien. Alors, professeur Bakouta Pélé, vous avez parlé un point que j'ai retenu, puisque nous essayons de préfigurer la société de demain dans le fonctionnement de ces institutions. Vous avez parlé de l'exemplarité. L'exemplarité est une qualité, évidemment, essentielle pour que les choses changent, évidemment. Et puis aussi, on a un beau proverbe de chez nous qui dit le poisson, quand on commence à pourrir par la tête aussi. Hein? Donc, voilà, l'exemplarité, quand la tête est exemplaire, le reste, généralement, ça suit. Alors, je voudrais parler aussi de l'authenticité, certainement. L'exemplarité et l'authenticité. Pourquoi je parle d'authenticité? C'est pour vous poser la question qui se concerne un peu l'adaptabilité plutôt des institutions de chez nous qui sont calquées, on le voit très bien, sur le modèle occidental ou français, si vous voulez. Ça, c'est quand même un problème aussi dans les discussions qu'on a par-ci, par-là. Ça revient toujours. Certains disent qu'il faut qu'on reparte à notre ancestralité. Comment on peut faire sens de cela? Hein? Et les institutions ont emprunté d'ailleurs le retour à leur ancestralité, le rapport au chef traditionnel comme Sassou l'a fait. Comment on peut dénoyauter cette problématique? Bon, évidemment, c'est une question très importante, mon cher Georges. Mais en même temps, je pense que ce que le plus souvent les gens oublient, c'est que nous sommes toutes des sociétés hybrides. Ah. Nous sommes toutes des sociétés hybrides, y compris les sociétés occidentales. Mais c'est en même temps un fourre-tout. Parce qu'au nom, effectivement, je veux dire, des traditions, du modernisme ou tout simplement du réalisme, ben, on peut tout y mettre. Par exemple, M. Sassou Nguesso a dit que, ben oui, il fallait effectivement associer les anciens, mais c'était pour bien les ligoter, pour les manipuler. C'est pour les manipuler. Quand, il y a 6 ans, en décembre 2015, j'avais été interviewé par notre compatriote sur ma cause, j'avais dit que, ben, M. Sassou Nguesso a inauguré dans notre pays
ce que j'ai alors appelé les cavaliers constitutionnels, c'est-à-dire en mettant dans la Constitution, en réalité, ce qui n'avait rien de constitutionnel, mais c'était uniquement par stratégie politique. Et je pense que si on devait être conséquent, ben, ce qu'il avait introduit effectivement dans la Constitution au nom, effectivement, pour justifier… sans vouloir vous couper, expliquez un peu pour nos auditeurs ce que vous parlez de cavalier constitutionnel. Qu'est-ce que vous entendez par là, professeur Magoudampélé? Les cavaliers constitutionnels, je vais expliquer. Bon, quand on parle d'une constitution, en réalité, quels que soient les pays, on sait ce qui doit être dans la constitution de façon essentielle. C'est essentiellement les questions qui concernent l'aménagement des relations entre le pouvoir, en fait, je vais dire les gouvernants et les gouvernés. Que par exemple, quand il s'agit de gérer les cochons de ma collectivité d'origine, on n'a pas besoin de constitutionnaliser, je veux dire, l'élevage des cochons. Donc, il y a des questions spécifiques, effectivement, au cœur de la constitution, au statut du pouvoir. Et quand, effectivement, on vient introduire la question des jeunes dans la Constitution, franchement, est-ce que c'est une question essentielle à la Constitution? Le bien-être des jeunes, c'est une question qui relève du bien-être des citoyens. Quand on vient mettre le statut des femmes, pour dire que non, pour faire évoluer la Constitution, ben, on met le statut des femmes, ou alors, disons, les statuts des handicapés, disons, le statut des anciens chefs d'État, un ancien chef d'État, c'est bien précisé. En quoi cette affaire est une affaire constitutionnelle? Dans ce qu'on appelle les cavaliers constitutionnels, qui est inspiré, soit dit entre nous, de ce qu'on appelle les cavaliers budgétaires, c'est-à-dire que la loi des finances, on sait que la concerne effectivement. Et donc, il y a ce qu'on appelle les cavaliers budgétaires, c'est-à-dire quand on vient introduire dans le budget un dispositif qui n'a rien à voir avec le budget. Autrement dit, les cavaliers constitutionnels, c'est la constitutionnalisation dans le corpus constitutionnel des questions qui n'ont rien à voir avec les questions propres à une constitution. Et c'est ce qui a caractérisé la constitution de Sassou Nguesso du 25 octobre 2015. À partir effectivement de l'introduction dans le corpus constitutionnel des questions qui n'avaient rien à voir vraiment avec, disons, des questions constitutionnelles. Il est vrai que selon les différents pays, il peut y avoir des particularités qui peuvent faire que, au-delà du dispositif général universel reconnu par tous, on vient introduire un élément, mais là, c'était la manipulation pure et simple, et nous l'avons vu notamment sur la question de ce qu'il appelle les notables ou les, je ne sais pas comment ils l'appellent. Ah oui. Oui, un truc comme ça, je me rappelle, les notables, quelque chose comme ça, oui, je me rappelle. C'était la manipulation. Et je pense que ça, nous devons l'éviter. Et bon, donc, vous voyez que ça, un dictateur, c'est-à-dire un manipulateur, peut introduire n'importe quoi dans la Constitution uniquement pour la justification d'un acte qui est ailleurs. En réalité, je disais que c'était la carotte pour vouloir effectivement justifier le coup d'État constitutionnel qu'il avait commis le 25 octobre 2015 et que ça n'avait pas de raison d'être dans la Constitution. Ne fût-ce que parce que, quand nous prenons par exemple la question des femmes, la question des femmes avait déjà été réglée par une loi. Oui. Donc, c'est ça. Oui, aujourd'hui, rapidement, on va vers la fin de notre émission, professeur Magoudampélé. Quand on voit le fonctionnement du système au Congo-Brazzaville en ce moment, on a comme l'impression, surtout dans la gestion du Covid, là, on a comme l'impression que le régime en place attend ce qui se passe en France pour embrayer sur le même chemin. Hein, Mungala Thierry, toujours lui, puisque c'est le porte-parole du gouvernement, on attend toujours. La France fait quelque chose et on embraye. Bon, c'est pour montrer un peu quand même la forte dépendance que par rapport à ces institutions que nous empruntons d'autres sociétés. Vous avez mentionné le caractère hybride, c'est pas mauvais. Nous avons fait les études que nous avons fait dans leurs universités. On peut pas enlever ça de nous pour le mettre à côté et repartir là-bas. Bon, quels sont les aspects, en fait, comment je peux dire ça? Quels sont les aspects du modèle culturel, comment je peux dire, précolonial? En restant dans le précolonial, hein, pour ne pas forcément repartir vers le passé lointain, mais le modèle précolonial qu'on peut intégrer à ce modèle qu'on a reçu de l'extérieur pour essayer d'envisager demain, si vous voulez. C'est une question assez rapidement, et puis après, je vous laisse un petit temps pour essayer on va vers la fin. Voilà. Bon, c'est clair. Bon, déjà, répondons en une phrase sur la question du statut hybride lui-même. Nous ne pouvons pas faire table rase de ce que, disons, nous avons emprunté ailleurs. Ne fût-ce que par le fait que l'écrasante majorité de la population de nos pays est jeune, à 70%, parfois 80%. Mais Georges, nous-mêmes, où nous prenons les plus jeunes, vous allez leur parler effectivement, disons, des questions anciennes ou ancestrales, ils n'en savent pas grand-chose. Et je ne cesse de dire ceci. Si, par exemple, en matière institutionnelle,
on a fait des emprunts au modèle occidental, français particulièrement, qu'on a du mal à appliquer pour différentes raisons. Est-ce que ce ne sera plus compliqué en allant prendre, disons, je veux dire, le modèle ancestral pour l'appliquer? Là également, il faudra un apprentissage. S'il faudra un apprentissage, puis que la grande majorité, je veux dire, des jeunes de notre pays, pas seulement au Congo, mais pratiquement dans tous les pays africains, à 70-80% sont effectivement de cette nouvelle génération qui connaît très peu, effectivement, je veux dire, des pratiques anciennes du pouvoir ou tout simplement, disons, des pratiques culturelles du pouvoir. Donc, je veux dire par là que faut pas développer certains fantasmes, comme certains le disent, en pensant que, ben oui, en empruntant, en allant prendre ce qui est du passé, en rejetant, effectivement, ce qui relève, effectivement, disons, de la société occidentale, nous avons trouvé la solution. On se rendrait compte que c'est tout simplement une illusion. Et c'est pour ça que, au début, j'ai dit que nous sommes toutes des sociétés hybrides, y compris la société occidentale, y compris, je parlais notamment dans le modèle constitutionnel français, que la France elle-même s'est beaucoup inspirée des États-Unis. Donc, quand effectivement il y a quelque chose, je vais dire, qui convient et qui peut résoudre les problèmes, il ne faut pas hésiter à l'adapter à notre pays, à nos pays. Mais qu'est-ce que, pour répondre de façon précise, qu'est-ce que, par exemple, nous devons garder de nos pratiques ancestrales sociales? La question de la solidarité, par exemple, elle n'est pas très développée, alors que nos pratiques quotidiennes, à l'occasion de certains événements, du genre, par exemple, les décès, du genre, par exemple, tout simplement l'aide. Moi, je regardais, effectivement, si on se concerne, par exemple, l'aide au développement, depuis quelques années, il y a des compatriotes africains qui regardent et qui disent que l'aide que font les diasporas africaines à l'endroit de leur pays d'origine est 10 fois plus élevée que l'aide, par exemple, au développement. Oui. Donc, ça veut dire que s'il y a quelque chose, par exemple, qui est constant, qui est, je vais dire, permanent, spontané, auprès des Africains, c'est cette question de la solidarité. Donc, on peut, par exemple, effectivement, au nom de cette, qui ne nous est peut-être pas propre, parce que je pense que la solidarité, c'est, je veux dire, un fonctionnement qui est propre disons, je veux dire, aux sociétés sous-développées. Parce que moins on est développé, plus on a besoin, effectivement, de s'entraider, et donc, plus il y a de la solidarité. Donc, de ce point de vue, puisque nous sommes dans une situation en développement, eh bien, donc, il faut, par exemple, repêcher cette question de la solidarité et la sophistiquer, c'est-à-dire l'adapter. Nous en avons besoin, d'autant plus que M. Sassou Nguesso a créé une fracture de plus en plus importante. Ça n'existait pas avant. Aujourd'hui, tout le monde, nous avons suivi l'ancien patron de patron, M. Bokar, qui dit, ben oui, il y a des gens qui sont des multimilliardaires, qui voilà. Donc, ça montre que nous devons prendre le contre-pied de ce qu'il a fait. Il a cassé. Regardez, Georges, nous avons tous grandi, il y avait des internats. Il n'y a plus d'internat. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc, ces secteurs qui faisaient que, ben oui, même un enfant né, disons, dans des catégories pauvres, pouvait rêver et devenir enseignant, devenir docteur en droit, en sociologie, eh bien, aujourd'hui, ça a disparu. Donc, la solidarité, cet élément essentiel à repêcher dans, je vais dire, disons, dans nos pratiques ancestrales, nous permettra de réduire effectivement la fracture créée par M. Sassou et qui nous laissera en héritage. C'est très important, mais on peut en rechercher d'autres. Professeur Bakunda Pele, avez-vous connaissance en Afrique d'un modèle, d'un exemple où la séparation des pouvoirs a été bien consacrée, où les choses sont, dans le monde francophone, hein, parce qu'on sait que dans le monde anglophone, les choses sont différentes, mais dans le monde francophone, pour essayer de nous donner un peu d'espoir, que donc, à côté de nous, par exemple, il y a des choses qui essaient d'évoluer correctement. Rapidement, et puis je vous laisse votre page libre. Honnêtement, dans le monde francophone, c'est difficile. Ah. Par contre, le monde anglophone, bon, on parle souvent du cas de la Tanzanie, qui est, je veux dire, déjà avec Nyerere qui avait beaucoup travaillé sur ça. Nyerere, ça avait critiqué le corps auquel ils appartenaient, c'est-à-dire le corps. C'est celui qui, le premier, a systématisé la critique de l'OUA. C'était l'OUA à ce moment-là, comme étant effectivement un syndicat des chefs d'État. Et donc, sur la question, effectivement, disons, je veux dire, disons, de la transparence, mais également des contrepoids, il avait beaucoup travaillé. Donc, du point de vue du monde anglophone, c'est facile, on peut parler de ce cas-là. Dans le cas des pays francophones, c'est différent, mais le seul exemple qui nous reste, très sincèrement, c'est celui du Sénégal. C'est le Sénégal qui a fait cet effort, mais pour une raison également très facilement compréhensible, c'est-à-dire que le Sénégal n'a pas institué le monopartisme comme la plupart, pour ne pas dire tous les pays francophones d'Afrique. Donc, effectivement, du point de vue des contrepoids, je pense que, même si ce n'est pas parfait, loin de là,
Le Sénégal, c'est à peu près le seul modèle qui peut nous servir un peu, je vais dire, disons, de repère pour dire si ailleurs, effectivement, c'est la confusion des pouvoirs, donc législatif, juridictionnel, exécutif, le Sénégal fait un peu la différence, même si, bon, là également, il y aurait énormément de choses à dire. Voilà ce que je peux dire. Alors, on est à la fin. Professeur Bankunda Pélé, c'est quoi, de façon ramassée, quelques réformes majeures que vous pensez qui peuvent être en chantier pour la société congolaise de demain, sur le plan institutionnel, bien sûr, et constitutionnel? Sur le plan institutionnel, qu'est-ce que je peux proposer, mon cher Georges? Je commencerai très rapidement par ce que je ne cesse de répéter, je ne peux pas louper une occasion pour le dire. Le modèle présidentiel français que nous avons adopté en Afrique nous a joué de très mauvais tours et il faut lui tordre le cou. Donc, j'ai déjà dit, écrit, répété cela à plusieurs reprises. Je ne vais pas retarder, mais je dis que nous devons remettre en cause ce modèle-là. Parce qu'un seul moteur, c'est effectivement le mieux garanti. Mais en ce qui concerne beaucoup plus, je vais dire, les solutions communes à tous, je pense, cher Georges, que nous devons maintenant réfléchir à un code des patriotes, un code patriotique et républicain sur le comportement de demain. C'est impératif. Code des patriotes, hein, c'est ça? Nous avons des proches qui sont restés au Congo, chaque fois ils disent qu'est-ce qu'il faut faire. Et je ne cesse de dire, on n'a pas travaillé sur ça. Quand nous critiquons, disons, nos compatriotes, nos concitoyens de l'élite qui prêtent main forte, disons, à Sassou Nguesso pour le crime dans ses différentes formes. Mais nous ne disons pas à nos compatriotes qu'est-ce qu'il faut faire. Quand, je veux dire, Sassou Nguesso dit qu'il va concéder des terres congolaises à des non-congolais, il les insulte pour dire vous êtes des incapables. Alors que celui qui est incapable, n'assumant jamais rien, ben, il renvoie ça à vos compatriotes pour dire vous êtes incapables et donc je vais prendre d'autres alors que le mal vient de lui. Tout dictateur, comme nous le savons tous, c'est un expert en bouc émissaire. Donc, aujourd'hui, nous devons très rapidement travailler pour élaborer un code patriotique et républicain pour dire sur les questions essentielles d'aujourd'hui et de demain. Nous devrons effectivement nous y mettre pour rédiger un projet pour dire quelle doit être l'attitude des compatriotes, par exemple, à l'endroit des mercenaires de M. Sassou Nguesso, des mercenaires nationaux de M. Sassou Nguesso contre leurs concitoyens. Nous devons l'élaborer. Nous devons effectivement élaborer ce code, par exemple, en tenant compte des questions aujourd'hui qui deviennent lancinantes. Nous avons parlé, par exemple, de la question tribale. Il faudrait que nous montrions ce que nous voulons. Mais ça, en l'écrivant, les compatriotes qui, malgré eux, bon, le plus souvent, en font la question essentielle, en confondant d'ailleurs les choses. Parce que l'une des raisons de notre retard, effectivement, disons, pour en finir avec la dictature, c'est aussi parce que nos compatriotes ne se rendent pas compte qu'ils tombent dans le piège, disons, que leur tend M. Sassou Nguesso. Moi, je ne cesse de dire ceci, Georges. M. Sassou Nguesso, dont on dit qu'il privilégie essentiellement nos compatriotes de chez lui, le fait par manipulation. Il ne le fait pas pour eux. C'est par manipulation. Pour faire comprendre que la donne essentielle est essentiellement tribale et que, en mettant cette question tribale au cœur des questions congolaises, eh bien, les questions essentielles qui relèvent de ses responsabilités deviennent des questions secondaires. J'ai tendance à vous reprendre là, professeur Bankunda Pélé, les gens de chez lui seulement, il y a pourtant beaucoup de gens de la partie sud quand même qui sont avec lui, non? On aura tendance à nous retorquer ça souvent là. Mais c'est ce que je veux dire, que justement cette question c'est une manipulation. Parce qu'en réalité, quand on regarde les mercenaires qui sont autour de lui, ben, nous en trouvons dans tous les coins. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il fonctionne. Il les a mis en compétition en disant ceux qui veulent de moi, ceux qui me soutiennent, ceux qui, disons, exécutent comme des automates ce que je veux, ben, je vais les gâter. Nous trouvons, ben, nous avons commencé là par là, comme nous avons parlé de la question de l'élite. Il y a des membres de l'élite, des éminents membres de notre élite qui ne sont pas de chez Sassou, qui sont avec lui. Donc, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que l'élaboration de ce code des patriotes et des républicains, c'est une question importante. Okay. En l'attachant aux questions essentielles de notre pays pour dire voilà ce que nous pensons de telle question, telle question, telle question, et c'est des questions essentielles, et non le plus souvent que les questions que M. Sassou Nguesso met en exergue pour dérouter, pour effectivement manipuler nos compatriotes, et pour dire que demain, voilà ce que nous voulons faire sur ces questions-là, mais également pour accélérer la fin du despotisme. Voilà ce que je veux dire pour l'essentiel et pour en terminer, mon cher Georges. Merci, professeur Bankunda Pélé.
Ben voilà, nous arrivons à la fin de notre causerie. Merci à nos téléspectateurs, à nos internautes de la gentillesse qui nous font de nous suivre de plus en plus, nombreux, il faut le dire. Eh bien, on va s'arrêter par là aujourd'hui et au plaisir de vous retrouver dans une semaine, encore autour d'une autre émission de Perspective, Prospective, le Congo, la Renaissance. Merci et au revoir.